j'y vais. Alors, je vais essayer de parler assez fort parce qu'il n'y a pas de micro. Gérard, j'ai enfourché ma bicyclette pour essayer de te rejoindre. Mais tu pédales trop vite et j'étais toujours trop loin de toi. Je vais essayer de te rejoindre, mais sans être cependant trop près. De toute façon, il n'y a aucun risque. Ce livre est vraiment un livre de psychanalyste, même s'il traite de sujets très variés. Les références à Lacan, mais aussi à ta clinique, sont constantes et nombreuses. Le titre de ton livre renvoie à une phrase qui t'est venue à l'esprit à propos de Lacan. Il est allé trop loin. À partir de cette constatation, tu tisses quelque chose, incluant ton propre parcours et, en tant que psychanalyste, tes lectures, tes passions et les découvertes que tu as pu faire en chemin. Si je parle de chemin, c'est en pensant au titre que tu as donné à ces recueils que tu as publiés aux éditions du Crépuscule et qui s'appellent Chemin traversier, si je ne me trompe pas. Le chemin, c'est aussi ce que fait un analysant pour aller parfois jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'analyse. On peut l'appeler comme ça. Il n'y a pas plus réussi qu'un chemin manqué, nous rappelles-tu en paraphrasant Lacan. Je parlais de la fin de l'analyse, mais cette pensée m'est venue, s'est imposée à moi, dès le début de ton livre. Non pas parce que le sous-titre de ton livre est « Essai autobiographique », car celui-ci n'est pas à confondre avec une fin d'analyse, ni avec la passe, mais parce que le fil que tu serres, qui te guide, est celui du dessaisissement, de l'indicible, de l'au-delà de l'entendable, du supportable. C'est cette expérience de dessaisissement que tu rapportes dans ces textes qui n'ont apparemment rien à voir les uns des autres. Je dis bien apparemment. Et tu précises, à la page 15, que la dimension du réel peut faire déshabiter le monde jusqu'à éprouver de ne plus s'appartenir, jusqu'à s'absenter de toi-même. J'ai envie de dire un réel vécu dans le corps. Tu me diras si je me trompe, évidemment, avec la question de savoir, c'est vrai que on sait que les patients psychotiques qui sont hallucinés vont éprouver face au réel qui va revenir envahir les trous du corps et qui va, sous forme souvent d'hallucinations, que ce soit des hallucinations auditives ou verbales. Mais je me suis posé la question, enfin, est-ce qu'il faut qu'on mette ce mot réel là-dessus? Mais bon, ça fait rien, je l'ai mis quand même. C'est une question comme ça, tu me diras ce que tu en penses. Alors, je ne sais plus si je le dis, un réel vécu dans le corps, et donc tu me diras si je me trompe. N'est-ce pas cette expérience que tu livres au lecteur concernant par exemple ton écoute de la fugue de Bach? Tu parles de basculement, de désorientation, d'étourdissement. Ces termes sont très forts. Tu parles aussi de transfert à l'œuvre, des sensations qui vont du domaine de l'indicible. On entend un miroir, nous dis-tu. Donc, je trouve ça très joli. Et tu finis ce chapitre en disant que l'on erre du trop près, du trop loin au trop près, ou du trop près au trop loin. On retrouve cette question, par exemple, avec ce petit texte sur le procès de Jeanne d'Arc, dans lequel j'avais la première fois glissé un peu vite. Il me semble que c'est un travail que tu as fait à partir d'un film, hein, c'est ça? Jeanne d'Arc, il y a des pépites dans ce texte. Jeanne d'Arc parle le langage d'ange, qui ne peut conduire qu'à l'acte de dessaisissement. Jeanne d'Arc qui crie
très fort, la vérité mais pas toute, et qui a cette belle expression « passer outre », qui rappelle, je trouve, le mot du scribe Bartleby « I prefer not ». Ça, c'est une petite note à moi, c'est quoi. Oui, très bien. Moi qui m'est venu à l'esprit aussi. Il y a aussi beaucoup d'autres pépites dans ce petit texte dans ces petits textes qui sont toujours profonds, qui sont pensés, même si leur titre suggère quelque chose de léger. Alors c'est vrai que je ne veux pas parler de tous les textes, hein, mais bon, il y a un texte sur le vélo, un texte sur le taquet, le taquin, pardon, un texte, taquet, c'est joli, un texte sur la photographie, sur les croix, et puis un texte de Freud aussi, sur Freud. Non. Oui, oui, tu disais? Non, pas sur Freud, non. Sur la dénégation. Oh, la dénégation. De Freud, oui, c'est quand même à partir. Oui, c'est un texte de toi, mais à partir de Freud. Oui, tout à fait. Oui. À quelqu'un, oui. Il y a une adresse. Oui. Alors, deux auteurs occupent, puis après je te donne la parole, deux auteurs occupent une place importante, ceux-là même dont Lacan s'est servi lui-même pour travailler dans son enseignement. Il s'agit de Maître Écart et de Nicolas de Cuse. Pour le premier, tu expliques comment tu as pu lier bizarrement la fin de l'analyse et le détachement escartien. Écartien, pardon, on dit pas escartien, on dit écartien. Oui, écartien. C'était lors des journées consacrées à analyse finie et analyse infinie. Je pense dans le cadre du cercle. Non. Enfin bon, 10 journées là-dessus. Une bribe de réponse est apportée à la page 46 avec le passage du savoir à l'amour. Tu nous en diras peut-être plus, j'espère. Maître Écart a été accusé de vouloir en savoir plus, ce qui risquait de conduire la théologie, c'est moi qui ai repris, enfin à partir de ton travail, vers le vertige du rien. Nous sommes au cœur de la question de l'au-delà. N'est-ce pas pour cela qu'il a été condamné par la bulle papale? Tu t'intéresses donc à ce désir d'en savoir plus qui est quand même le moteur de l'analyse, lorsque, d'après moi, amour et savoir se confondent dans le transfert. Ça, c'est de moi. On retrouve cette question dans l'œuvre de Nicolas de Cuse avec la docte ignorance. L'ignorance dont Lacan fera une passion, ce qui ne l'empêche pas de saluer le travail scientifique de Nicolas de Cuse. Comment, te demandes-tu, mettre en rapport théologie, géométrie et psychanalyse? La question mérite d'être posée. J'ai l'impression qu'elle continue à cheminer. Voilà, je vais m'arrêter là en posant juste une petite question de savoir, c'est la question quand même de l'au-delà, qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, et chacun évidemment peut mettre sa réponse, mais c'est quand même une question qui est venue à l'esprit, d'autant plus que j'ai passé une partie du week-end à lire les Confessions de Tolstoï, où il traite de cette question. Et oui, il apporte... Bon, alors vas-y. Non, mais c'est plus... Voilà. Bon, je ne sais pas si tu peux dire quelque chose. Bon. D'abord, je voudrais remercier d'abord Delia Cohen et puis l'association Oedipe le Salon, invitation à laquelle je ne m'attendais pas du tout, puisque je me suis fait cette formulation un peu d'ailleurs très inadaptée. Je me suis dit que ce n'était pas un livre de psychanalyse. En fait, après coup, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un livre de psychanalyse? Donc, je me suis dit, effectivement, pourquoi pas être invité. En tout cas, ça a été une surprise très agréable. Et en plus de retrouver beaucoup d'amis que j'ai fréquentés ici pendant plusieurs années, Delia l'a très justement, et ça m'a beaucoup touché que tu rappelles ce travail. Donc je suis très touché, très ému d'être ici parmi vous, et dans ce fauteuil. Tout le temps, j'ai souvent été de l'autre côté. Avec des auteurs que tu as publiés. Et avec des auteurs que j'avais publiés à l'époque, oui.
Donc, concernant ce petit livre, je ne m'y attendais pas du tout. Il est venu effectivement après coup, je ne sais pas trop comment il est venu, si ce n'est peut-être, mais je ne suis même pas sûr, que cette rencontre avec, pour la nommer, parce que effectivement ce texte a été attribué dès le début donc à Liliane Zolty. Je crois que cette phrase m'a échappé après le verre de vin ou le verre de cognac ou le petit cigare, en accompagnant au vélo. Lacan a été trop loin, très loin, trop loin. Alors je ne sais pas comment vous avez lu, je pense qu'il y a plusieurs façons d'entendre ce trop loin. Ça peut être vécu de façon... ça peut être lu comme un reproche. Pour moi, c'est plutôt comme une invitation qui me fait un peu souffrir en fait, cette invitation. C'est-à-dire, j'aimerais que les gens travaillent, j'aimerais que les gens poussent un petit peu. Alors, c'est un peu cette question de l'au-delà et du rien peut-être qui est posée même à travers Maître Eckhart que j'ai relu un peu là ces 15 derniers jours, où en fait il y a vraiment une poussée, puisque tu citais Maître Eckhart, tu y faisais référence. Peut-être qu'il faudrait développer plus longuement, mais je ne suis pas du tout spécialiste de Maître Eckhart, ça je voudrais quand même le dire, ni de Nicolas Decuse. Je ne sais pas comment vous, ceux qui ont lu, ont attrapé ces deux personnages, entre autres. Je veux dire, je ne suis pas du tout spécialiste de Maître Eckhart, Nicolas Decuse. J'ai attrapé, et à partir de mes lectures personnelles, et stimulé aussi par ma lecture de Lacan, depuis de nombreuses années. Et il se trouve que mes préoccupations personnelles, j'ose pas dire spirituelles, ont croisé, c'est pas par hasard, ont croisé depuis très longtemps, plus d'une vingtaine d'années, ont croisé donc Lacan. Donc, je ne suis pas spécialiste de Maître Eckhart, ce qui m'a, comme pour Nicolas Decuse, mais aussi pour, je dirais aussi pour ça pourrait valoir pour le taquin ou pour la photo. Je veux dire, je dirais que c'est presque, tu as dit quelque chose qui conforterait ce que j'ai un peu en tête, si je t'ai bien compris, bien entendu. C'est un petit quelque chose qu'on attrape, je dirais comme dans une séance, que c'est pas tellement le contenu en fin de compte, que c'est la virgule, c'est la façon dont le patient va payer son analyste, vraiment la petite chose comme ça qu'on attrape et que c'est pas toutes les histoires. Bien sûr que ça compte, évidemment que ça compte. Mais si, pour moi en tout cas, si on veut que ça joue, que ça bouleverse un peu je dirais l'écoute, c'est d'attraper cette virgule. Et pour Maître Eckhart et Nicolas Decuse, c'est pas l'œuvre dans son entier. J'ai lu beaucoup, surtout Maître Eckhart, mais ça a été cette phrase, hein, cette condamnation, de cette bulle qui m'a, je le dis un peu, enfin je le dis pas comme ça, je veux dire presque comme un traumatisme, mais comme en parle Jean-Pierre Winter, comme une sorte de réorganisation de ma vie imaginaire. Et puis je me suis presque affiché, secrètement bien sûr. Oui, j'étais très malheureux, toujours très malheureux pour lui qu'il ait subi ça. Et j'ai attrapé cette phrase qui m'a, comme le dit, je ne sais plus, c'est Jeanne Eustache, grand spécialiste de Maître Eckhart, qui parle de douleur. Et effectivement, je pense que c'est une douleur que j'ai depuis ce travail que j'avais saboté en fin de compte, et que Lauritz Lorentzen, que certains connaissent ici, un psychanalyste danois, je me souviens très gentiment, m'avait dit que je m'étais trompé quand j'avais fait ce lien entre fin d'analyse et détachement. Il m'a fallu du temps, et sur le moment j'ai dit oui bien sûr, mais je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant je crois comprendre un petit peu pourquoi j'ai fait ce lien. Je crois un peu le comprendre, hein, mais... Donc c'est cette phrase qui m'a stimulé. C'est pas l'œuvre de Maître Eckhart dans son entier, même si elle me passionne. Donc ça a été un déclencheur, comme pour Nicolas Decuse, c'est de s'attarder.
moi, ça m'a amusé, oui, c'est vraiment le terme, amusé. Je me suis amusé à attraper cette histoire de trinité, de théologie, avec la géométrie. Comment est-ce qu'on peut bricoler la question trinitaire avec du 1, avec un triangle qui s'aplatit à l'infini, que ça fait des angles à 180 degrés, j'avais jamais appris ça, moi. Donc ça me passionne, c'est des petites choses. Alors, pour Nicolas de Cuse, encore moins que pour Maître Eckhart, mais c'est beaucoup plus difficile et je suis moins... Enfin, oui, mon attirance est différente. J'explique pour Nicolas de Cuse, ce qui m'avait intéressé, c'était la question du tableau. Tableau, la vision de Dieu, qui est un texte difficile, je trouve, mais qui demanderait à être travaillé peut-être avec des peintres et des théologiens et peut-être des psychanalystes. Donc c'est un peu comme ça que c'est venu, et au fur et à mesure, alors c'est pas tellement la question de l'au-delà, et je te remercie de l'avoir pointé comme ça, parce que ça rejoint ce que je viens de lire là pendant ces 15 derniers jours sur Maître Eckhart. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'au-delà et en quoi est-ce que... au-delà de quoi, de qui? Alors, chez Maître Eckhart, c'est assez simple, c'est d'aller jusqu'à Dieu, comme dirait un autre mystique, pour le nommer Angelus Silesius, c'est de faire ce chemin, mais en fait, ce chemin, on ne peut pas s'y arrêter. C'est là qu'il y a la question de l'au-delà, c'est là qu'on rejoint, alors j'espère qu'il n'y a pas des Heideggeriens dans la salle, c'est là où après on rejoint ce que Heidegger a nommé, n'était pas le seul ni le premier, mais ce qu'on a appelé la déité, c'est-à-dire qu'il y a Dieu, et il y a un au-delà de Dieu qu'on voit très bien chez Maître Eckhart, bon, c'est la mystique rhénane. Alors, je veux dire, c'est pas saisissable, je dirais même pour des chrétiens actuels, basiques, et pour les psychanalystes, je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais c'est... Pourquoi y aurait-il une limite? Et c'est là où ça rejoint Nicolas de Cuse. Pourquoi y aurait-il une limite? Pourquoi est-ce qu'on ne la pousserait pas? Et qu'est-ce qu'il y aurait au-delà? Alors, le rien, il y aurait... et qu'est-ce que c'est que le rien? En tout cas, tu le cites. Enfin, je ne sais pas si eux le citent, mais toi, tu le cites. De quoi Le rien. Le rien, oui, c'est ça, oui. Et mais qu'est-ce que c'est que le rien? Parce que je dirais que c'est pas rien, pour dire une évidence. Le rien, c'est pas rien. Et pourtant, il y a quelque chose qui attire, c'est dans cet au-delà. Alors, est-ce que ça a à voir... Moi, j'ai bien aimé, je l'ai bien entendu, parce que pour avoir, il y a plusieurs années maintenant, eu rapport à la psychose, surtout infantile, ça ne me gêne pas du tout quand tu parles de psychose, parce que je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui va avoir avec le corps, je dirais, soit dans sa totalité, c'est-à-dire qu'à la limite, le corps, ça serait le réel, soit en tant que tel, soit il y a quelque chose qui serait une... C'est un peu dur de dire les choses comme ça, mais qui serait une sorte de réduction, je dirais, où alors le mot est assez violent, pardon, mais le corps serait décharné, quoi. Il y aurait... Je peux même pas penser pendant un temps, enfin non, pas pendant un temps, il y a peu de temps, m'a été donné d'aller à la fondation de Giacometti et je me suis dit, ben, et c'est pas ça non plus, quoi. C'est pas les hommes marchands de Giacometti, c'est pas ça, quoi. C'est encore autre chose, quoi. Alors autre chose, j'ai pas la réponse, hein, peut-être que si je l'avais la réponse, je pense que ça serait une mauvaise réponse. Je pense pas qu'il y ait une réponse. Je pense que c'est un travail qui se fait. Le mot cheminement est peut-être même un peu léger. J'aime bien la traduction de Heidegger à propos de Silesius, quand le pèlerin chérubinique de Roger Munier, où il parle de l'errant chérubinique. Donc l'errance, ça a plus une connotation heideggerienne. Et moi j'aime bien pèlerin, mais je trouve que l'errance, c'est pas du tout... ça a rapport avec Heidegger, pourquoi pas, moi ça me gêne pas. Mais cette errance, elle est... Pour moi, elle est dynamique, quoi. Donc, je ne sais pas si, par rapport à cet au-delà, c'est quelque...
je dirais que c'est une conversion de chaque jour, cette histoire-là. C'est chaque jour que ça se répète. C'est pas une fois pour toutes. Et il n'y a qu'à se référer à, je veux dire, à tout ce que les mystiques peuvent écrire, enfin tous les mystiques, certains mystiques, je veux dire, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, pour citer les plus connus, mais la mystique réno-allemande est très très riche, je dirais, est très riche et très méconnue, en tout cas dans... il y a un livre de Jacques Lebrun qui vient de sortir là, sur Angelus Silesius. Bon, j'aurais des critiques, mais c'est pas le lieu. Mais pour dire que c'est une mystique qui est finalement moins connue, parce que plus exigeante. Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, je veux dire, c'est un délice, quoi. C'est de la poésie, c'est presque rigolo par moment de lire Thérèse d'Avila, quoi. Il y a des très belles choses. Tu en parles des mystiques à propos du vélo. Enfin, ah oui, oui, parce que ça c'est tout ce que tu as pu écrire. Ah oui, parce que ça c'est des expériences, mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut imaginer que un Gus sur une bicyclette qui monte un col ou qui va jusqu'à Rambouillet ou Chartres, qui fait la vallée de Chevreuse, qui passe par ici les Moulineaux, Meudon, et puis qui d'un seul coup, ça lui évoque quelque chose de la mystique. Et c'est là que la question du corps se rejoint. Oui, hein, voilà, c'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, je dis que je ne sais plus l'expression que c'est. Tu parles du corps et tu parles de jouissance aussi. Oui, alors ça c'est une expérience très, très ponctuelle, parce que si elle se répétait, ça serait suspect. C'est un moment très particulier, je peux le dire, puisque je l'ai écrit, donc je peux le développer en même temps. C'est une expérience dans les Pyrénées où je monte le col du Tourmalet et j'arrive en haut et je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus où je suis, je pleure, parce que c'était une épreuve, je dirais, c'est une sorte de chemin de croix que j'ai vécu. Vraiment, ça a été une épreuve très marquante. Et en haut, je ne savais plus qui j'étais, où j'étais, il m'a fallu beaucoup de temps pour me retrouver. Mais c'est la seule expérience vraiment où je pourrais l'assimiler. Et puis, est-ce que c'est abusif de dire que c'était une expérience mystique? Après tout, c'est comme ça que je la décris. S'il y a des mystiques dans la salle, ils peuvent me critiquer. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, parce qu'effectivement, je ne savais plus où était mon corps. Voilà. C'est une sorte d'effondrement. Le corps ne m'a pas, d'un seul coup, ne m'a plus appartenu. Parce que c'est 2115 mètres, je n'avais pas beaucoup d'entraînement, et c'était une épreuve, oui, je ne sais pas s'il y a des pratiquants de bicyclette en dehors de la ville. C'est la seule expérience vraiment que j'ai vécue comme ça, dans le rapport vélo mystique. Et puis ça me plaît bien parce que qu'il y a cette solitude, on est seul, on n'est pas dans un peloton, on n'est pas, même si on a un compagnon, en l'occurrence parfois c'était mon père, mais souvent j'ai fait ça seul. Et il y a un rapport à la solitude et puis à l'espace. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'en vélo. Je veux dire, ceux qui marchent ont cette expérience aussi. C'est-à-dire qu'on grimpe et puis on se dit, bon, bah, après le dernier lacet, puis non, il y a encore un autre lacet. Et quand on va en montagne, on se dit, ouais, en haut, et puis finalement on s'aperçoit que au bout de l'horizon, il y a encore. Quand est-ce que ça s'arrête? C'est pour ça que je disais que c'est à un moment donné que c'est une expérience à la limite de l'illimité, le vélo. C'est-à-dire que ça, on ne peut jamais s'arrêter. Ouais. Et à un moment donné, on dit, mais pourquoi ça devrait s'arrêter? Ça, c'est une expérience. Et ça, je l'ai découvert en écrivant. Je ne l'ai pas découvert sur place. C'est en écrivant que j'ai eu ce rapport-là, qu'il y avait quelque chose de l'illimité. Donc tu m'as accroché sur le vélo et la mystique. C'est vrai que moi j'avais été accroché aussi en lisant le livre. En lisant bon, alors après, c'est une question difficile que tu m'as posée, parce que d'ailleurs j'ai dit que je ne savais pas si je pouvais y répondre. Donc je trouve que tu n'es vraiment pas gentil avec moi, parce que tu renfonces le clou là. Je me disais que je ne te la poserais pas. Non, c'est pas très gentil, parce que c'est une question... c'est une question qu'on se pose tous. Sur le savoir et l'amour, quoi, à partir du transfert, qui est une évidence, justement. Je ne voulais pas tomber dans cette évidence.
puisque c'est à partir de Maître Eckhart, et j'aurais aimé, mais puisque tu ne l'as pas cité, je vais le citer, cette phrase qui n'est pas de Maître Eckhart, c'est dans mes lectures, qui est une phrase qui est énigmatique, mais moi en tout cas je l'ai sous mon oreiller, c'est peut-être ça que j'ai du mal à dormir, c'est... alors, il ne faut pas se gourer, hein. C'est la réduction au je à la réduction du je. Donc c'est là qu'il y a la question, se jouerait la question pour moi, c'est vraiment hypothétique, et si je ne réponds pas, je vais accepter que je ne puisse pas répondre, mais en tout cas pour moi, là il y a une interrogation. Cette réduction, la réduction au je, ça serait, on en ferait une question de savoir, quoi. Que ça soit le savoir philosophique, analytique, universitaire, et qu'on s'arrêterait là, quoi. Et c'est là qu'on rejoint peut-être l'au-delà, et puis ce que j'appelle le dénuement, ce que j'appelle peut-être la réduction du corps à presque rien. C'est la réduction du je, ce qui, je veux dire, quand on entend ça, enfin, des fois je me dis, mais t'es un peu fou de penser ça, quoi. Enfin, on est à la limite de la folie. C'est peut-être là que, quand tu dis psychose, bon, moi je peux qu'est-ce que ça veut dire que réduire le je? C'est pas non seulement se réduire au je, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de partager cette expérience, hein, parce que elle ne va pas de soi, mais c'est de pousser justement encore au-delà, c'est-à-dire c'est réduire ce je. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que là, justement, on revient au rien? Voilà, donc, alors, le savoir et l'amour. Alors, l'amour, donc le savoir, j'en ai parlé, et l'amour, j'aurais presque envie de dire que ça s'écrit avec un grand A. Parce qu'il y a certainement quelque chose qui est insaisissable, et en même temps qui nous pousse vers un autre, un petit autre, un grand autre. Mais je pense que c'est sur le vecteur de l'amour que ça se joue. Cette réduction du je. C'est mon hypothèse. J'en suis là. Peut-être que demain, je dirais que c'est que des conneries. Hein. Bon. Pour revenir au texte sur Lacan, parce que pour l'instant, j'attends désespérément, pas seulement ici, que je me fasse allumer sur ce que j'ai écrit sur Lacan. Pour l'instant, apparemment, ça n'a pas l'air de susciter de révolte. Moi, j'aime bien ce mot. C'est comment on l'oblitère, quoi. Hein, il y a un autre mot, mais je l'ai oublié. C'est comment on l'oblitère, comment on le tamponne, voilà. Hein, c'est-à-dire comment on l'entend. Et je crois, enfin, c'est piégeant ce que je dis, parce que bien sûr, c'est en jeu dans le cabinet de l'analyste. Mais cabinet d'analyse, c'est quand même pas, c'est pas les 4 murs fermés à tout jamais. Donc il y a le dehors quand je vais acheter le fromage. Hein, je veux dire, la question de l'énoncé, de l'énonciation se joue là aussi. Enfin, je veux dire, les linguistes, ils n'ont pas attendu la psychanalyse pour parler de ça. Donc c'est là aussi où ça se joue. Alors c'est que ce qu'on en fait. Mais moi, quand je demande à la crémière, je voudrais une part de reblochon, je pense qu'il y a plusieurs façons de lui dire. Et je pense que c'est aussi, quand j'achète le reblochon, c'est à qui je le destine, ce reblochon. Seulement à moi, ou à une invitée, ou à des invités, ou à mes enfants, à la famille. Quand j'achète le reblochon, il y a plusieurs façons d'acheter du reblochon. Je suis désolé, j'espère que demain... Non, c'est d'une part, c'est pas traité, mais encore que c'est pas traité, mais c'est quand même un fil. Alors, en tout cas pour moi, hein, c'est quelque chose qui sous-tend par moment dans ce que j'ai essayé d'écrire. Pas partout, mais encore que si on reprenait le texte du procès de Jeanne d'Arc, je veux dire qu'il y a quelque chose qui a à voir avec ça. Mais comme je disais, j'ai pas la réponse. C'est une question qui m'anime. Hein, c'est-à-dire qu'en travaillant cette question, vers quoi ça peut mener? Ça peut m'amener, mais ça peut mener aussi.
Alors, réduction du je. Est-ce que ça conduit au silence? C'est pas sûr du tout. Est-ce que ça conduit à la mort? C'est pas sûr du tout. Est-ce que ça poserait pas, et ça me vient, vous voyez, est-ce que ça poserait pas la question finalement du désir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourrait plus rien dire. On ne pourrait plus rien dire. Et je le dis en fait, c'est quelque chose qui m'obstine, ça, d'ailleurs. C'est cette idée qu'il y a un moment donné, on ne pourrait plus rien dire. Alors, est-ce que c'est ça? Il faut vraiment entendre des interrogations. Est-ce que ça serait ça, la réduction du je? Peut-être que ça renvoie, cette réduction du je, c'est pour ça que je disais de quel tu il s'agit, mais il faut vraiment prendre ça comme des interrogations. C'est pas simple du tout, ça travaille le corps à un moment donné. Alors quand je dis désir, est-ce que là, il n'y aurait pas, c'est une question, ça ne toucherait pas à la question de la mort? Voilà. Voilà. C'est impossible à dire. Voilà, c'est impossible à dire. Alors, peut-être que cette réduction, et je vous remercie vraiment pour cette ouverture, je n'avais pas ça en tête. C'est peut-être pour ça que je disais que Giacometti, c'était autre chose. Détachement, oui. Oui, qui a été un point de départ, un des deux points de départ avec ce que j'avais écrit sur Lacan, puisque je rappelle que j'avais fait cette confusion que je ne regrette pas, puisque ça m'a donné envie d'écrire après, sur la fin d'analyse, où je pensais qu'il y avait précisément que ça pouvait être, c'est un gros mot, une résolution du transfert, et qu'on passait à autre chose, à la fin de l'analyse. Alors voilà, je mélange un peu là, mais c'était ce que j'avais en tête. Et que le détachement, effectivement, qu'il n'y avait plus... alors, c'est un mot, il faudrait le prendre dans son acception allemande, mais moi, je n'ai pas fait d'allemand. Oui, c'est-à-dire que voilà, ça tombe bien, parce que je relisais ça, justement, hier et aujourd'hui, dans un autre auteur chez un autre auteur que Maître Eckhart, mais... c'est-à-dire que le quotidien ne doit plus... les préoccupations du quotidien ne doivent plus nous appartenir. On doit en être détaché. Elles ne doivent plus nous atteindre. On doit être au-delà, on est ailleurs, elles sont là, et on s'en réfère à un autre. Alors après, je ne veux pas mettre un nom sur l'autre, parce que sinon, en l'occurrence, chez les mystiques, il s'agit de Dieu, mais c'est bien au-delà de Dieu en même temps. Donc le quotidien, les soucis du quotidien, la tristesse, les joies, ne nous appartiennent plus, ça ne nous touche plus. Alors peut-être que ça a à voir, on n'est peut-être pas très loin non plus de cette réduction du je, c'est-à-dire que c'est là, mais c'est presque à la limite comme le traumatisme, quoi. C'est là, mais ça ne nous touche plus. On est ailleurs. Alors, c'est pas... je veux dire, c'est pas un idéal, c'est pas quelque chose qui se vit. Maître Eckhart, je le dis un peu, il n'est pas dupe quand il dit tout ça. Il sait très bien que c'est pas un terme, que on va arriver là, puis le lendemain, ça y est, on est détaché. Je veux dire que c'est quelque chose qui se rejoue, qui se met à l'épreuve, avec différents niveaux. Je veux dire, c'est pas par hasard que les auteurs mystiques mettent des niveaux, quand même, des échelles, il y a des étapes. Première étape, deuxième étape, c'est pas par hasard. Donc c'est pas un état définitif, c'est un rapport, oui, au quotidien, à la réalité, à l'imaginaire, au corps, qui est à l'épreuve. Et à un moment donné, on se dit, cette chose-là, oui, elle est là. C'est un peu ce distique de Silésius qui a été commenté par Heidegger. La rose est sans pourquoi. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est en soi, et puis, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Donc là, c'est pas un constat, il y a une épreuve du détachement. C'est pas au constat, c'est une épreuve, c'est un exercice. Bon, c'est ce que Nicolas Decuse appelle l'art des opposés, c'est-à-dire qu'on n'en finit pas avec cette histoire, c'est-à-dire que cette réduction peut ramener à une totalité. Mais de quelle autre totalité? Je veux dire, c'est l'histoire de ce triangle
qui s'aplatit, et qui en fait devient une ligne droite, et quand on la remonte, ça fait un cercle. C'est ça qui m'amuse, moi, et qui m'excite en même temps. Hein. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, comme s'il y avait un envers et un endroit dans l'affaire. Je ne sais plus si c'est à cette occasion où je dis que c'est presque borroméen, cette histoire. La ligne de mouvement. Oui. Mais un jeu total, Oui, c'est ça. Oui, non. sans un tube. Oui. Bah, je dirais qu'un jeu total, pour moi, C'est vrai que pardon, la question de l'anorexie, oui. Mais je m'en suis rendu compte, à partir de, pour appuyer ce que tu dis, le jour où j'ai écrit, pour ceux qui ont, que je prenais Lacan dans la bibliothèque comme je prendrais Chateaubriand ou Pétrarque ou Beckett, et je me suis dit que le jour où j'ai écrit ça, et que là j'étais, je dirais, mais ça m'a surpris, hein, mais que j'étais passé à autre chose. Quand on sort Lacan, pas seulement pour écrire, mais parce que il m'est arrivé une expérience il n'y a pas très longtemps, où je suis parti avec des livres uniquement sur la mystique, puisque je continue à travailler sur ce sujet. Et je me suis rendu compte que dans ma valise, je n'avais pas emmené Lacan. C'est incroyable l'effet que ça a eu. C'est-à-dire qu'il me manquait quelque chose. Et ce n'était pas pour travailler ce que j'étais en train de travailler, c'est que j'avais besoin de cette respiration, mais de lire 3 lignes de Lacan, comme ça m'est arrivé dans des vacances de vouloir lire 3 lignes de Marcel Arlan ou de Yves Bonnefoy, comme je le cite à un moment donné. Et là, je me suis dit, mon rapport à Lacan a changé. Ce n'est plus pour écrire un texte, c'est... Alors, c'est là où ça pourrait être critiquable, mais pour l'instant, ça reste vierge. J'ai besoin de cette respiration, même 3 lignes, comme une sorte de respiration. Et même pour rire, je dis, ça me fait rire des fois, Lacan. Et moi, je suis très content de rire avec Lacan. Ça me fait rire. Donc, et tant que je rirai avec Lacan, ben, je continuerai à le lire, quoi. Et c'est ça, c'est vraiment une... Je sais pas si quelqu'un, si d'autres ici connaissent cette expérience, mais de sortir un séminaire, quel qu'il soit, mais vraiment au hasard, quoi, puis de l'ouvrir à n'importe quelle page. En tout cas, moi, c'est mon rapport à Lacan, et de ne pas pouvoir s'arrêter. C'est-à-dire que c'est pour ça que des fois, je résiste à prendre un séminaire de Lacan, parce que je me dis, je veux pas le lâcher, quoi. Tellement c'est entraînant, puis j'entends, alors, je ne l'ai pas beaucoup fréquenté, comme je le dis, mais j'entends, bon, il a été dit beaucoup sur sa voix, j'entends sa voix, sa posture, sa façon d'être. Bon, je l'ai fréquenté un peu au séminaire. Donc il y a tout ça qui me revient, mais c'est pas ça, c'est autre chose. Et là, ça a à voir, je ne voudrais pas qu'on revienne sur l'énonciation, mais là, il y a quelque chose d'un engagement chez Lacan. En tout cas, c'est comme ça que je le lis, c'est ma lecture. Il y a un engagement du personnel, du singulier. Il disait des bêtises, il disait des choses qu'on a contredit, et ça je m'en fiche et contrefiche. Si on peut faire quelque chose de ces bêtises, faisons-le plutôt que de le démolir. Hein, c'est ce que je dis dans mon petit texte sur Lacan. Mais je sais pas, enfin, qui est-ce qui peut nous faire accéder à Copernic, à Joyce, et puis à Velasquez ou Goya, et puis et j'en passe, enfin, et puis les mystiques. Et il a balayé tout ça en disant des bêtises, mais moi je m'en fiche, quoi. Il a dit aussi des choses. Si les bêtises ça me fait travailler, vive les bêtises, quoi. Je m'en fiche, quoi. Et c'est du plaisir pour moi. Il y a du plaisir. Mais où disait-il des bêtises Où disait-il des bêtises, Lacan? Un exemple. Non, je n'ai pas d'exemple parce que je m'en fiche. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais non, mais moi, comme je m'en fiche des bêtises, moi c'est parce que j'ai entendu des les mathématiciens qui me disent mais là il a dit des bêtises, des littéraires qui disent mais là, ben, une bêtise par exemple, c'est peut-être pas une bêtise comme ça, mais je cite l'exemple quand il parle de Peggy, où il dit les petites chevilles s'emboîtent pas dans les petits trous, je sais pas quoi. Moi j'ai interrogé des péguistes patentés, je peux vous dire des grands connaisseurs de Peggy,
Ils m'ont dit, mais ils ont cherché dans toute l'œuvre, ils n'ont pas trouvé. Mais je m'en fiche complètement. Ah, ça, ce sont des erreurs. Je m'en Ce ne fiche. sont Mais... pas des bêtises. Oh oui, bon, d'accord. Ben, on pourrait dire, oui, il a dit des conneries aussi. On s'en fiche. Bon, mettez ce que vous voulez Non, dans c'est comme bêtises. la Mais, linguistique, je veux dire, sur Non. Saussure, il nous dit des trucs qui mais on s'en sont pas fout. dans Saussure. On s'en fout. On s'en fout. Ça nous fait travailler. En tout cas, moi, ça m'a fait travailler. Oh là 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 là. Parce que sinon, on va idéaliser un texte. Et moi, ça m'intéresse pas, moi. Ben non, Lacan n'a pas cessé de le dire, même si c'est ça qu'il l'a travaillé. Alors, après tout... ouais. Oh, vous n'êtes pas Passez drôle, on ne outre. peut pas dialectiser avec vous. Non, ça c'est vrai, oui. Pas- Non, non, ça passez c'est outre. On vrai. rigolait avec Lacan, on ne peut pas dire il m'a fait ci, il m'a fait ça. Vous êtes trop sérieux pour moi. Passez outre. Ben oui. Eh ben tant pis. Eh ben voilà. Tant pis. Cela dit, j'ai vraiment apprécié tout ce que vous avez dit. tout Non, à mais l'heure. qu'est-ce que ça veut dire être sérieux? Parce que ça aussi, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça veut dire être sérieux maintenant? Eh ben, Moi, je me souviens très bien d'une analyse, je ne citerai pas parce que elle est décédée, puis je pense qu'elle a eu une place importante à l'école freudienne. Et je me souviens très bien, j'étais président de l'association à l'époque, c'est moi qui ai fait son... L'association de quoi? Le jour à son enterrement, c'est moi qui ai fait une association d'analyse que je ne nommerai pas, et c'est moi qui ai fait l'éloge. Discours. Et je me souviens très bien avoir utilisé ce mot de sérieux, en disant qu'il y avait du travail sérieux, que ça avait été une femme sérieuse, et que c'était le sérieux que j'avais. Donc pour moi, le sérieux, moi je trouve que, oui, je suis peut-être trop, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, j'ai un rapport au sérieux, et je revendique le sérieux. Je tiens au sérieux. Henri a fait tout un séminaire sur le sérieux. Oui, mais moi je tiens au sérieux comme je tiens à la bêtise et je tiens à rire quand je lis Lacan. Et voilà. L'édition, c'est un virus. L'édition, c'est un virus et je ne l'ai pas abandonné. Il se trouve que pour l'instant, les choses sont un peu. Ont pris une orientation qui ne me convient pas pour dire les choses. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est pas dit que je ne me lance pas dans une autre aventure éditoriale. Pour l'instant, j'y pense pas. Mais ça me tient. Et heureusement, je continue maintenant à travailler dans une revue qui est aussi un autre virus. La revue Quévoy, du cercle freudien. Voilà. Et je pense se prolonger grâce à un ami qui est ici présent. C'est une aventure du côté de l'édition, précisément. Voilà. Voilà. Mais c'est des hypothèses, mais moi qui m'excite. Qui me plaisent bien. C'est ça qui te distingue aussi, c'est cette façon que tu avais de toujours voir tout ce qui se passe partout, mais pour essayer vraiment de saisir où il y a de l'analyse et peut-être la nécessité aussi, actuellement, où l'analyse est quand même, on dit en difficulté, laisser des traces. Il y a des choses qui C'est pas, je sais pas si j'ai ça en tête, mais en tout cas, pourquoi pas, enfin, c'est pas ma préoccupation, mais ça me tient, quoi. Oui, ça me tient au corps, ça. Oui. Oui, je sais pas, je veux dire, c'est le regretté Francis Cohen que vous avez connu ici, qui m'a relancé dans. Il y a des opportunités comme ça, qui m'a relancé dans le rapport à la revue. Et il était malin comme un singe, hein. Il est venu me chercher, il savait très bien où il allait me prendre. Hein. Et j'en suis très heureux de continuer cette aventure avec Claude Raban et Jeff Le Troquer ici présent. C'est un sursaut. Ah, attends, la semaine prochaine. Et quel est le thème? Prendre le large. Ah, c'était prendre de l'argent. Voilà. Eh oui, Je savais. trop loin, trop près. Trop loin, trop près, voilà, oui. Mais si tu me permets, Annie, parce qu'Annie Topalov m'a acheté le livre et m'a retourné sans avoir lu le livre, je crois. Tu m'as retourné quelque chose de très juste.
Sur le... Non, ça m'a... Sur le trop loin, trop près, tu as parlé, mais je n'aurais pas te citer... Tu m'as envoyé un mail et j'ai beaucoup... Ça m'a vraiment... comme si c'était, je sais pas si tu as dit, un ajustement, quelque chose comme ça, Oui, quelque c'est chose un qui était toujours... ajustement permanent. Un ajustement... Oui, je sais pourquoi je l'ai retenu maintenant. Un ajustement permanent. Et voilà. Et je trouve que c'est une bonne ouverture à la lecture de ce titre de livre, quoi. Un ajustement, oui. Trop loin, trop près, parce qu'après tout, il y a des personnes qui m'ont écrit, qui inversent trop loin, trop près, trop loin, trop près. Après tout, on s'en fiche, quoi. Ça peut tourner, hein. Et justement avec l'ajustement. Oui. C'est juste. On va s'arrêter sur l'ajustement. Oui, très bien. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre...